The next speaker, Ray McGovern, Le prochain orateur, Ray McGovern, est un analyste général de l'agence centrale de la CIA, un ancien analyste de la CIA et cofondateur du Veteran Intelligence Professional for Sanity. Et sa présentation s'intitule « Le véritable intérêt des États-Unis en Asie ». Et je voudrais introduire sa présentation avant que vous puissiez voir sa présentation qui était enregistrée. Il a quelques remarques à faire. Merci Denis, c'était assez éclairant dans ce séminaire. C'est vraiment unique, les perspectives qui ont été introduites ne sont pas accessibles. Donc, mes félicitations à cette organisation. Je veux aussi, je connais la 86e division. J'ai passé beaucoup de temps. Je suis pas seulement quelqu'un des renseignements, mais aussi militaire. Et réellement, avant ma présentation, quelques remarques. Ce qu'on a entendu d'Elga c'est visionnaire. Et sans vision, les gens périssent. Je suis probablement pas le premier à dire ça, non? Il faut penser hors des chemins habituels, out of the box. Mais je suis vraiment ému que ça puisse se faire dans un on a besoin d'un mot grec qui s'appelle la métanoïa. La nous, c'est le cerveau, le méta, ajouter de la force, c'est-à-dire changer de vision. Je vais dire un peu sur ça parce que la métanoïa dont on a besoin, c'est l'hubris, le culot qui surmonte, pour surmonter l'arrogance et une fierté mal placée. Monsieur Arlaki a bien dressé le tableau. Moi, je vais parler de la média. Moi, je vais parler du MIC, le complexe militaire industriel. Il y en a qui veulent un ennemi. Si tu veux vendre des armes, tu as besoin d'un ennemi. Ça c'est des facteurs importants dans notre approche. Il n'y a pas eu une reconnaissance comment les mêmes gens comment les gens qui nous amenaient en Afghanistan n'ont jamais dû rendre des comptes sur comme les milliers de gens, les millions, les milliers de morts et les centaines de milliers de gens qui ont été déplacés en Irak. Je suis vraiment frappé par l'hubris qui est teinté de racisme. Et je vais en parler de ça dans ma présentation filmée. Vous savez, Franklin Delano Roosevelt a dit, je veux citer quelqu'un de plus vieux encore, plusieurs siècles avant, qui est un spécialiste de cette question, notamment de l'Afghanistan. Kipling, Rudyard Kipling. Ce n'est pas sage pour les chrétiens blancs de harceler les blancs en Asie. À la fin de la bataille, il y a un tombeau tranquille avec le nom du dernier mort. En termes de gens qui sont responsables pour ces 20 ans de carnage en Afghanistan,
des gens comme Rumsfeld ou Brzezinski. Il y a des gens qui sont morts, mais il y a encore des gens qui sont vivants, comme Dick Cheney. Il y a Robert Yates, il y a tous ces généraux, McChrystal, Petraeus. Il va falloir qu'ils rendent des comptes. Il faudra aussi les envoyer en tôle. Mais l'île d'Elbe pourrait être bien pour ces gens-là, mais ils vont devoir rendre des comptes. Est-ce que c'est probable? Bof, pas sûr. À cause des médias et à cause du pouvoir en place, ça n'aura pas lieu tout de suite. Quand Kipling disait, quand son fils est mort dans une ville sans sens, si on demande pourquoi on est mort, dit que parce que nos parents nous ont menti. Voilà ce qu'on doit, à quoi on doit faire face. Le problème, c'est que le peuple américain a été lavé le cerveau par ces mensonges, et ces mensonges ont été teintés de racisme. Pour pas être l'animal puant lors d'un pique-nique, je veux juste mettre en garde que la métanoïa dont nous avons besoin, ça va prendre un petit bout de temps. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas négociable. Ne perdez pas votre temps. Il y a assez de pays dans la région, et je dirais, et des alliés en Europe et en Asie, qui ont montré un degré d'indépendance pas vu depuis 76 ans, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À qui je pense à l'Allemagne, qui a imposé le Nord Stream 2. Les Allemands ont dit on peut marcher sur nos propres pieds, on peut lutter contre le diktat des États-Unis. Donc, n'attendez pas, la métanoïa viendra, mais malheureusement, ça vient souvent uniquement par pression et les contraintes des circonstances. Ça viendra. Entre-temps, il faut oublier l'idée de bombarder de l'Afghanistan. Maintenant, ça suffit comme introduction, mais permettez-moi de dire qu'on doit traiter ces hubris, cette vision du monde, cette hubris mal placée. Il faut que les Américains se rendent compte qu'ils doivent vraiment changer leur point de vue. Merci beaucoup. Bon. Je voudrais parler un peu de l'attitude des États-Unis envers des endroits comme le Vietnam. Une attitude qui consiste bien sûr à dire que nous, les États-Unis, sommes le pays indispensable et que les autres sont de moindre valeur. Il y a une petite touche raciste notable à cela, j'ose dire bien plus qu'une petite touche. J'ai donc une série de diapositives que je vais passer en revue, mais je veux aussi commencer par dire que ma conscience a été éveillée par un certain général Westmoreland qui dirigeait les troupes américaines au Vietnam. Après la bataille, il a eu le culot de dire « Eh bien, vous savez, bon, les Orientaux, ils n'ont pas vraiment la même valeur pour la vie humaine que nous. Vous savez, la vie ne vaut pas cher en Orient. Alors, donc, vous comprenez, non, ce qui se passe. Voilà. Un truc comme ça, ça nous ramène en arrière, en 1945. Westmoreland est originaire de la Caroline du Sud, tout comme était Jimmy Burns, à l'époque secrétaire d'État. Seuls Jimmy Burns et Harry Truman, qui lui-même était un raciste, qui ont approuvé, a ordonné le largage des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le racisme joue donc un rôle important dans tout cela. Et au Vietnam, bien sûr, on parlait de ces gens aux pieds nus,
qui n'avaient aucun moyen de se mesurer avec les élèves des grandes écoles qui dirigeaient le gouvernement américain. Donc, passons à la première diapositive. Je pense que ça en dit long. Leclerc était un héros de la Seconde Guerre mondiale. Mais juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été envoyé en Indochine et il disait, bon, combien de soldats faut-il pour regagner l'Indochine pour la France? Et sa réponse, elle est là. Il dit, il faut 500 000 hommes. Et bien avec 500 000, bof, la France ne pourrait pas gagner. Voilà, bon, ça c'était en 1946. Avançant rapidement jusqu'aux années 60, les États-Unis a envoyé plus de 500 000 hommes et a été incapable de gagner au Vietnam. Qu'est-ce qui nous a donné l'idée qu'on pouvait gagner? Prochaine diapositive. Ah, un autre avertissement, celui-ci au président John Kennedy un peu plus tard, qui venait, avertissement venant de MacArthur, qui dit « Quiconque veut engager les forces terrestres américaines sur le continent asiatique devrait se faire examiner par un psy. » J'ajouterai une note de bas de page. Les personnes qui dirigeaient la guerre en Afghanistan, y compris Bobby Gates, le secrétaire à la Défense, ils savaient ce qu'elles faisaient, ces personnes. Ils savaient à quel point cette opération était inefficace. Et puis Gates a eu la témérité de dire à West Point, juste avant de quitter ses fonctions, « Vous savez, si je conseillais les présidents américains, je leur dirais exactement la même chose que leur a dit MacArthur. Ne vous engagez jamais dans une guerre terrestre en Asie. » Bien qu'il était responsable, lui, en grande partie, lui, Hillary et les généraux, d'avoir incité Obama à renforcer le surge, c'est-à-dire la montée en puissance. Et nous voilà 20 ans après le début de la guerre. Waouh! Maintenant, voici le secrétaire à la marine, Ray Mabus. Il s'est vanté de la façon dont ses troupes et ses Marines, en particulier, pouvaient livrer de l'essence à travers le col des Khyber, à travers tous ces cols, à travers quelques-uns d'entre eux. Les talibans leur infligeaient des pertes. Mais bon, on a amené le carburant. Et combien ça coûterait? Voilà, $400 le gallon, donc des 4 litres, $100 le litre. Waouh! Maintenant, ce qui m'incite à réfléchir, moi, en tant que officier de renseignement de l'infanterie, eh bien, quand j'étais en formation, dans les centres de formation pour les officiers, on nous disait, avant de mener une opération, il faut faire une évaluation de la situation. Ça semble évident, non? Eh bien, qu'est-ce que cela impliquait? Ça impliquait de connaître l'ennemi, combien ils étaient, où ils étaient, ce qu'ils avaient comme armes. Ensuite, il fallait tenir compte du terrain, de la météo et ce qu'on appelle LOCS, les lignes de communication d'approvisionnement. Ray Mabus et les généraux impliqués ne se sont-ils pas souvenus qu'ils devaient faire une estimation de la situation en Afghanistan? Apprendre les leçons de l'échec de l'impérialisme au préalable, celui des Britanniques, les Indiens, les Russes, tous ces gens qui sont passés avant et qui ont échoué, qui se sont cassés la gueule? Eh bien non. Et s'ils ont échoué à conquérir le pays vraiment bizarre, où les gens n'aiment pas les envahisseurs étrangers. Prochaine diapositive. Voici James Conway, le chef du corps des Marines, qui a dit la même chose, qui a dit « On a des situations précaires. Pourquoi? Regardez sur une carte, bordel, et regardez le terrain, et regardez la carte du relief géographique. Nous avions quelques lignes d'approvisionnement précaires à travers le Pakistan. Elles nous coûtaient très cher en termes de perte de vies humaines, et elles sont très dangereuses à travers le Pakistan. Eh bien, les Pakistanais coopéraient-ils avec nous? Non, pas du tout. Ils avaient un objectif qui était le contraire du nôtre. Ils voulaient garder l'Inde hors de l'Afghanistan. Voilà leur priorité. Donc, en sous-main,
Ils ont corrigé les gens qui combattaient nos troupes en Afghanistan. Il semblerait que nos généraux ne le savaient pas. Bon, je laisse à votre imagination pour voir si c'est vrai ou pas. Diapositive suivante. Ici, le général McChrystal. Lui, il sait vraiment faire les choses. Il allait mettre un gouvernement IKEA, prêt à démonter, à remonter. C'était juste il y a une décennie. Certains d'entre vous ne sont pas assez vieux pour avoir connu cela. Écoutez, il s'est vanté de ce gouvernement prêt à monter. Il allait le monter dans la ville de Marja, dans le sud de l'Afghanistan, quand les opérations militaires seraient terminées. Ah bon? Nous étions en février 2010. Mais de nombreux experts se sont demandé si cela allait fonctionner. Eh bien, bonjour. Je suis fier d'avoir été un de ces experts qui ont questionné ce plan. Prochaine diapositive. Comment pouvons-nous faire tout cela? Eh bien, nous savons, nous sommes le pays indispensable. C'est ce que Madeleine Albright nous a dit avant tout. Si on doit utiliser la force, c'est parce que nous sommes l'Amérique. Nous sommes la nation indispensable. Nous avons la tête haute et nous voyons donc plus loin que les autres pays dans l'avenir. Waouh! Donc le pays indispensable, qu'est-ce que ça transforme les autres pays en quoi? Eh bien, quand je pose cette question à des étudiants, ils répondent, l'opposé de indispensable, c'est dispensable, non? Ah bah oui, c'est ça, oui. L'antonyme d'indispensable est dispensable. Même Vladimir Poutine, qui n'a pas été tendre avec le président Obama sur ce point, avait déclaré dans un éditorial, une tribune libre dans le New York Times, il dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec l'idée qu'il y a un pays indispensable dans le monde. Et je dois dire, bon, sur ce point, je suis d'accord avec Vladimir Poutine. Prochaine diapo. Ah, le général Petraeus. Maintenant, le divin Petraeus, si adulé par notre presse, pour une fois, une lumière a traversé le Washington Post et voici ce qu'ils ont dit. Au grand effroi des aides du président Karzai, Petraeus qui était en route pour voir Karzai, Petraeus a suggéré dimanche au palais présidentiel que les Afghans qui sont pris dans une attaque de la coalition dans le nord-est de l'Afghanistan ont possiblement brûlé leurs propres enfants pour ensuite pouvoir exagérer les pertes civiles. Fin de citation. Brûler leurs propres enfants? Putain, quel genre d'humains brûlent leurs propres enfants? Je veux dire, c'est probablement des sous-humains, non? Voilà le genre de personnes qui sont des dispensables. Prochaine diapo. Voici quelque chose que la plupart des Américains n'ont probablement jamais entendu. C'était pendant la guerre du Vietnam. À l'époque, Angela Davis avait été arrêtée par la police. C'était une militante anti-guerre. On l'avait photographiée enchaînée et la photo avait été mise sur la couverture de Newsweek. Donc James Baldwin, l'auteur noir, lui a envoyé une lettre où Baldwin s'était réfugié en France. Il a envoyé une lettre. Il disait « Tant que les Américains blancs se réfugieront dans leur blancheur, ils permettront que des millions d'autres personnes soient massacrées. Responsables d'eux-mêmes. Comme nous l'avons dit un jour dans notre église noire, ils périront dans leurs péchés, c'est-à-dire dans leurs illusions. » James Baldwin a écrit cette lettre à Angela Davis le 19 novembre 1970. Et j'ose dire que si vous regardez cela de près, avec un regard impartial, et que vous pensez par exemple à la bataille royale qui a eu lieu aux États-Unis pour savoir si l'on devait enseigner à nos enfants la vérité sur notre histoire raciste, sur ce que nous avons fait aux Amérindiens, ce que nous avons fait aux Noirs dans ce pays, il y a eu un grand débat pour savoir si nos enfants devaient être exposés à cette vérité. Eh bien, il semble que James Baldwin ait mis le doigt sur le problème
Et nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir avant de faire la paix avec cette vérité. Prochaine diapositive, il y en a une? Non, il n'y en a plus. OK, laissez-moi juste ajouter ici que la situation n'est pas désespérée. Il faut avoir de l'espoir. Et l'espoir, c'est que le type de pensée qui caractérise cette attitude supérieure, raciste, d'une États-Unis indispensable, ce type de pensée, ça commence à s'effacer face à la lumière du jour et à l'expérience des faits réels. Maintenant, que faudra-t-il pour que les Américains se rendent compte ce qui se cache derrière ce type de comportement? Eh bien, bien sûr, il faut beaucoup d'informations. Eh bien, c'est ce qu'on fait. Moi, je fais tout ce que je peux pour permettre aux Américains d'avoir accès à ce genre d'informations pour leur permettre de distinguer entre la vérité et les mensonges. Nous espérons également que les Européens, et je dis ça depuis des années, alors bon, ça m'embête de le répéter, mais cette fois-ci, il y a quand même des indices. Ça fait quoi? 76 ans depuis la fin de la guerre? Les Européens ont besoin de devenir adultes. Il ne faut pas plus qu'ils agissent comme des petits-enfants ou des adolescents. Ils n'ont plus besoin de faire ce que papa leur dit. Et mirabile dictu, merveille des merveilles. Angela Merkel a tenu tête aux États-Unis sur Nord Stream 2, le gazoduc qui va de la Russie à l'Allemagne. Ce projet est quasiment terminé. Ça, c'est énorme. C'est inhabituel, je dirais même presque sans précédent. Donc, on a besoin de ce type de comportement de la part de nos alliés. On a besoin qu'ils ne se comportent plus comme des flagorneurs et des vassaux. Ils ont besoin qu'ils défendent la vérité et la réalité. Et puis, nous, Américains, devons avoir ce que j'appelle un changement dans leur façon de penser. Le vieux terme grec pour cela était la métanoïa. Le nous, noia, l'esprit, méta, ajouter de la force, ce qui signifie un changement d'état d'esprit. Oh, regardez ces questions. Quand vous faites expérience du monde réel, alors cet orgueil démesuré, qui est encore une fois un défaut tragique grec, cet orgueil démesuré a une possibilité d'être érodé. Donc l'espoir que je vois ici, c'est que nos alliés, souhaitant le meilleur pour nous, les Américains, ne salueront pas aveuglement ou suivront nos dictats. Que les Américains finiront par réaliser que ce genre de super type comme Petraeus, ce genre de Superman comme McChrystal, ce genre de superstar comme Albright, eh bien, c'est un peu comme les Übermensch, non? Ceux qui chantaient l'Allemagne, l'Allemagne, Allemagne, Allemagne au-dessus de tout. C'est un peu la même mentalité. Au-dessus de tout. Alors, espérons, prions, et travaillons dur pour provoquer ce genre de métanoïa chez les Américains, qui sont encore des personnes pensantes. Merci de m'avoir écouté.